Dialogue épisode 23, Frédéric Simonin. Frédéric Simonin, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Bon, après 2 ans de Covid, comment ça se passe ? Bon, ça va bien, hein. On est en forme. Hein. Celui qui dit qu'il est fatigué après 2 ans de Covid... Ça n'a pas beaucoup travaillé. Il l'a pas eu, quoi. Comment ça s'est passé en cuisine, au niveau de la restauration ? Comment vous avez vécu cette crise, en fait ? C'était quand même compliqué. C'était compliqué parce que quand c'est arrivé assez brutalement. Arrivé un petit peu les prémices au niveau des informations. Mais je me rappellerai, c'était un soir où la clientèle, le premier client qui s'installe, restaurant complet, ils disent vous savez que ce soir, vous devez fermer votre restaurant après le service. Ah bon ? On n'est pas au courant. Si. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Ça, c'était le premier épisode, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes Covid. On en est au 5e ou 6e, là ? Ouais, c'est ça. C'était le premier où il y a eu 3 mois de fermeture. Donc on ne savait pas trop à quelle source on allait être mangé. C'est vrai que c'était... en se remémorant ces instants, c'était brutal, parce que c'était vraiment assez ferme, il n'y avait plus personne dans les rues. C'était couvre-feu. Je crois que c'était la guerre. C'était la guerre économique plutôt qu'autre chose, mais voilà. On vous remercie de nous recevoir dans votre restaurant du 17e arrondissement à Paris. C'était pas prédestiné tout ça. Non. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et surtout de là où vous venez ? Waouh. Mon parcours, il est long. Je raconte tout depuis le départ. Bien sûr. J'ai grandi en banlieue parisienne. Voilà. Ensuite, j'ai fait un passage en internat, et puis avec une remise à niveau scolaire, et puis on va dire de forme éducative, et avec des stages. On avait une obligation de faire des stages en entreprise, un petit peu pour remettre, on va dire, l'adolescent dans un cadre professionnel et scolaire, pour voir un petit peu l'orientation. Moi, j'avais un but, c'était de partir à la Légion étrangère assez jeune. Bon, le cadre légal, c'était 17 ans et 1 mois, et pas 18. Donc, j'avais du temps. Donc, entre-temps, j'ai fait un peu de menuiserie. Après, j'ai fait de la maçonnerie. J'ai fait cavalier soigneur avec les chevaux, parce que j'adore les chevaux. Et puis, c'était la nature, la liberté. Et puis, ne pas être entouré d'autres personnes, en fait. C'était un peu une sorte de se renfermer aussi. Et puis, la cuisine. Comment on y arrive ? Alors, pour moi, c'était le hasard. Je peux pas dire que... Il y a beaucoup de cuisiniers, ils disent, je me rappelle, la cuisine de ma mère, de ma grand-mère. J'étais dans les jupes de ma grand-mère, de mamie. Je léchais les pots de confiture. Non, il n'y a pas de ça chez nous. C'était pas du tout cette... J'aurais aimé, d'ailleurs, vivre cette vie-là, mais c'était pas du tout ce cas de vie. Et c'est mon copain de chambrée qui me dit, tiens, moi je suis en cuisine, tiens, c'est top, tu verras, il y aura toujours à manger, il fera chaud et autres. Et puis quand on est jeune, on est adolescent, on écoute un peu ses potes, quoi. Et puis c'est devenu comme ça. Vraiment le hasard. À l'aventure. À l'aventure. Et après avec de la persévérance, parce que ça c'est mon tempérament. Par contre, des traits de persévérance, c'est-à-dire que je ne lâche rien. Et je pense que, et d'ailleurs je l'ai souvent dit, chaque métier que j'aurais entrepris, je l'aurais fait dans l'élite de ce métier. Peu importe lequel métier. Je me serais pas contenté du minimum et du peu. J'aurais essayé d'aller dans l'extrême du métier. D'ailleurs, vous arrivez à cette élite assez jeune, finalement, en rencontrant des personnalités marquantes de votre milieu. Je pense notamment à Joël Robuchon. Oui. C'est arrivé assez vite. Absolument, oui, parce que j'ai fait... En fait, quand j'étais en banlieue parisienne, j'ai quitté la banlieue pour aller à Saint-Brieuc, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Mes parents avaient quitté la vie d'ici pour partir à une vie plus calme là-bas. Et j'ai fait mon apprentissage donc à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, pendant 2 ans, un CAP de cuisine assez classique. Et puis, j'ai voulu revenir à Paris, très vite, parce que c'était quand même Paris... la capitale, de la gastronomie. Il y a Lyon aussi, bien évidemment, on n'oublie pas nos amis lyonnais. Mais je suis monté à Paris, j'avais envoyé plein de CV avec une coupure du Ouest France, parce que j'avais fini mes apprentis de Bretagne. J'étais fier. Quand t'as 17 ans, t'es heureux de tout. Et Joël Robuchon m'avait répondu pour son restaurant Jamin, qui était l'un des plus grands restaurants. Il avait été élu cuisinier du siècle, en plus. Donc voilà, et puis il n'y avait pas de place au Jamin. Il n'y avait qu'une place, c'était en pâtisserie. Je voulais pas faire de la pâtisserie, je voulais faire de la cuisine. Donc il m'avait gentiment proposé de me placer en attendant. Donc il m'avait proposé le doyen,
parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait le Savour Club, qui réunissait plein de grands chefs à l'époque, Paul Bocuse, Bernard Loiseau, Joël Robuchon et autres. Et je suis rentré comme ça au pavillon de Doyen en 93. Donc je venais d'avoir 18 ans. J'arrivais à Paris et j'ai commencé en 93 à travailler au Doyen à Paris. C'est quoi les premières impressions quand on est jeté dans un lieu comme ça, à 18 ans? C'est impressionnant. Déjà, on passe d'un restaurant familial avec un cadre où on est toujours ensemble à une entreprise où il y a 45 cuisiniers avec des grades, avec des âges différents. Non, c'est impressionnant. Puis on est à Paris, sur les Champs-Élysées, en 1993. C'est une autre vie, c'est une autre dimension. 93 toujours? Ouais, toujours, ouais, ça m'a collé à la peau. Et puis après, c'est une suite de lieux comme ça assez prestigieux. Je pense au Georges V, je pense au Meurice, Oui. À l'étranger notamment. Oui. En fait, le parcours, il a été après choisi parce que une fois que j'ai fait le Doyen, donc c'était un restaurant qui avait 2 étoiles au guide Michelin, qui était un très grand restaurant. Le fait déjà du nom, le Doyen, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de restaurants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de restaurants, comme le mien, comme d'autres qui sont dans des arrondissements de Paris qui sont étoilés. À l'époque, les maisons qui étaient étoilées, c'était des institutions parisiennes, comme la Serre, Tour d'Argent, Taïwan, Laurent, enfin les hôtels, les palaces, mais les grands hôtels qui n'avaient pas ces 3 étoiles. Il n'y en avait même quasiment aucun, ils avaient 1 ou 2 étoiles maximum. Mais le nom de l'établissement déjà faisait de la renommée avec le lieu. Donc voilà. Puis après, j'ai choisi effectivement de faire de l'hôtel pour faire une expérience différente. Donc je suis rentré à l'hôtel Meurice. Donc j'ai fait 4 années à l'hôtel Meurice. Après, j'ai fait le restaurant Taïwan, qui avait 3 étoiles dans le 8e. Et je suis retourné ensuite au Meurice après, mais j'ai fait un passage par le Georges V. Et ensuite, Guylaine Arabian, qui était chef au Doyen. Elle avait ouvert son restaurant dans le 6e, je l'ai rejoint en tant que sous-chef. Et là, j'ai pris ma première place de chef. Très jeune, à 27 ans. Et puis, après, j'ai travaillé avec Joël Robuchon. Donc, en fait, c'est marrant parce que ça a fait des boucles dans mon chemin de vie professionnel comme ça. Et on va se dire la vérité, puisque vous parlez des étoiles, avec votre caractère compétitif et persévérant, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on pense, les étoiles, comme un petit peu, je sais pas, certains acteurs pensent aux Oscars, ou est-ce qu'on s'en fout? Alors, moi, je m'en fous pas. Et en même temps, quand je suis arrivé au Doyen, les étoiles Michelin, je ne savais pas. Enfin, on savait, nous, en tant que jeunes cuisiniers, par exemple, qu'il y avait les restaurants. La haute gastronomie, c'était les restaurants qui étaient étoilés au guide Michelin. Ça, on le savait. Mais nous, à l'époque, il y avait un book qui s'appelait le Bottin Gourmand, qui n'existe plus, qui était un guide culinaire aussi, où il y avait toujours des étoiles, des notations sur le restaurant, des commentaires et autres. Et on se référait un peu à ça. Et c'est vrai que, comme je dis, le nom d'un restaurant faisait la notoriété. Alors après, il y a eu la starisation plus tard, avec les étoiles Michelin. Mais c'était pas pareil. J'ai eu la chance d'être entre deux feux. C'est-à-dire l'avant et aujourd'hui, qui est complètement différent. Le Michelin, quand il sortait à l'époque, on savait qu'à telle date, le guide Michelin sortait. Donc on allait dans une librairie l'acheter. On allait au Virgin Megastore l'acheter. Et on découvrait si on était étoilé ou pas. Aujourd'hui, maintenant, il y a une mise en scène, il y a une communication avant, il y a une communication pendant, c'est théâtral, c'est les Oscars. Effectivement, c'est ça. C'est les Oscars aujourd'hui. On appelle les chefs sur un plateau, les étoiles et tout le monde est sous les spots. C'est assez frappant. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai fait quelques recherches. Il y a une forme de starification ou d'artification de la gastronomie. Oui. C'est-à-dire que les plats sont présentés comme des œuvres d'art, Oui. Les chefs sont devenus des stars. Oui. Est-ce que ce mouvement-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je suis pas devenu une star. Je suis toujours resté le même depuis que j'ai commencé le métier. Et ceux qui me connaissent se diront aussi. Alors peut-être parce que moi, ils ont pas envie de me stariser. Mais à la limite, ça me va bien parce que je préfère être dans le vrai, je préfère être dans l'institutionnel, dans le collégial, dans... Moi, quand je parle de transmission, je suis pas là en train de raconter des histoires de transmission. C'est-à-dire de la vie que j'ai eue, du parcours que j'ai eu, des rencontres que j'ai faites, ça m'a forgé et j'aime à me dire que on a une mission. Alors chacun a sa mission dans sa vie personnelle, professionnelle. Moi, je sais que j'en ai vraiment une. Donc, j'ai pas envie d'être propulsé comme star.
Et puis d'ailleurs, je me le prétends pas être du tout. Et puis après, laisser tomber. Je préfère vraiment me dire, tiens, Simonin, il a été durable sur 70 ans de sa vie. Et le mec, il était présent, il était là, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Mais effectivement, il y a une stérilisation. Aujourd'hui, on fait Top Chef. Voilà, c'est Top Chef, quoi. C'est-à-dire que le gars, il a 23 piges, on va le dire que c'est un Top Chef. Sauf que le problème, c'est que, pour moi, et c'est Jacques Maximin, pour moi, l'un des plus grands cuisiniers, qui dit où commence la connaissance et où elle se termine à cet âge-là. Donc, on apprend toujours, à n'importe quel âge, on apprend. Même au bout de sa vie, on apprend. On va apprendre d'un jeune qui va sortir, par exemple, un mot moderne qu'on ne connaissait pas dans un langage. Ah bah tiens, Alors, c'est pareil avec le métier, quoi. C'est la transmission du savoir. Tout ça, c'est des valeurs qui sont importantes. Si on vous appelait pour une émission de télé ou non, comme ça. J'ai déjà refusé Top Chef. On m'a appelé plusieurs fois, j'ai déjà refusé. Pour ces raisons-là, justement. C'est pour des raisons qui m'appartiennent. C'est bien ce qu'ils font. Ça a médiatisé, c'est top, c'est magnifique. Mais c'est pas du tout... c'est pas mon éthique. Faire une émission de télévision culinaire et culturelle avec des échanges divers et variés, avec une diversité culturelle, oui, là, ça m'intéresse. Voilà, me dire qu'il y a un jeune de banlieue qui vient des courtières, qui a galéré, qui se sent pas bien dans sa peau parce qu'il se sent pas en France chez lui, parce que quand il rentre chez lui, il se sent pas bien non plus, qu'il sait pas comment il va se construire, il va se bâtir, qui veut parler de cuisine, qui veut... Eh ben, ouais, ça m'intéresse. Là, il y a du vrai, quoi, il y a de l'histoire. Mais pas du blabla où on court et puis qu'on fait du cinéma, ça m'intéresse pas. Le vrai, c'est aussi, on en discutait en aparté avant de commencer cette émission, c'est l'artisanat. Oui. C'est pas faux de dire que vous êtes meilleur ouvrier de France, vous êtes un artisan, en fait. Je suis un artisan et je me revendique comme un artisan, absolument, parce que je suis un cuisinier. Donc j'ai appris sur le tas et je continue d'apprendre toujours. Et on travaille de nos mains, en fait. Alors c'est vrai que on transforme, on modifie, on fait des choses, parce que maintenant il y a quand même une source d'inspiration qui est énorme. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, les livres de cuisine. Les livres de cuisine avant, on n'avait pas de photos. Alors là, ça fait un peu ancestral, mais c'est vrai, certains livres de cuisine qui étaient publiés, il y avait la recette, mais il n'y avait pas de photos. Aujourd'hui, on a Insta, on prend une photo, on diffuse, on se dit, ah bah tiens, il y a du graphisme, ah oui, bah tiens, si je faisais ça comme ça, parce que j'ai oublié que... Je l'ai fait, mais j'ai oublié que c'est vrai ce taillage-là, ou pourquoi j'ai pas présenté comme ça. Donc ça remet au goût du jour quand même la créativité, en fait. Et on se disait également, avant de commencer, ce dont vous êtes assez content de l'évolution des choses, c'est que les métiers de l'artisanat, les métiers manuels dans ce domaine-là, ont été extrêmement revalorisés depuis une vingtaine, trentaine d'années. Oui, ouais, absolument. Fut un temps quand on était cuisinier. Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'était... on est tout jeune, on est sorti en boîte de nuit, on a rencontré des gens, c'était très éclectique. Et puis on arrive d'un coup, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je suis cuisinier. Ah, t'es cuistot. Ah là, ça casse tout de suite le truc. C'est-à-dire que c'est le mec qui avait rien, quoi. C'est vrai que t'avais pas d'argent. Tu travaillais, tu sentais le graillon, c'était comme ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'était ça. Moi, souvent, je me rappelle, on me disait, t'es cuistot. Je dis, non, je suis cuisinier dans un grand restaurant. Donc, tu sais, il fallait te justifier de ce que tu faisais pour pas te sentir dévalorisé, en fait. Et est-ce que vous sentez que le regard des gens, il a changé sur vous ? Oui, alors pas sur moi spécialement, parce que moi, les gens, quand ils me regardent, ils se posent des questions sur moi, mais oui, le regard a changé, et on le voit d'ailleurs, on va prendre le chef Maurice Sacco, qui a fait Top Chef et qui est devenu une star aujourd'hui. Il n'y a pas que lui, Cyril Lignac. Cyril, tout le monde au début le vannait, tout le monde était en train de le jalouser, quoi. Mais aujourd'hui, Cyril Lignac, il est devenu une star et il fait de l'argent, et tant mieux pour lui, quoi. Il est entré dans le mainstream. Ah oui, mais moi, je suis content pour lui. Moi, je l'ai vu ici, il est venu, on a passé un moment, il était adorable. Et je l'ai félicité. Parce que c'est top. Ceux qui réussissent comme ça, il faut être fier de ceux qui réussissent. Et qui arrivent à faire de l'argent et puis à devenir des personnalités. Vous vous dites chef engagé. Oui. C'est quoi un chef engagé ? Eh ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis engagé, c'est-à-dire que moi, je lâche rien. Je suis engagé dans des associations, déjà, pour commencer. Je suis ambassadeur de l'association Bleu Blanc Cœur, où c'est 6000, voire maintenant 7000 paysans et artisans et agriculteurs qui gagnent rien du tout,
qui gagnent 800 balles, 900 balles, 1200 balles et qui nourrissent la population, qui nourrissent 67 millions d'habitants. Donc, pour moi, ça, c'est des gens de valeur. Donc, je suis engagé auprès d'eux parce que je pousse avec eux l'association Bleu Blanc Cœur, qui n'est pas une marque ni un label, mais on est dans des échanges, dans du partage, on est dans une alimentation où on nourrit les animaux, ils nourrissent les animaux, donc ils se lèvent, travaillent 7 jours sur 7 pour gagner Copec. Et c'est des gens qui sont là, qui ne lâchent pas, qui croient à leur travail, qui croient à l'humanité, qui croient à l'amélioration. Donc, je suis engagé parce que je me bats à leur côté. Après, j'ai une autre association qui est AD Augusta, qui est une association où je suis le parrain sur les blessés de guerre. Alors, souvent, les gens, ils sont choqués, ils disent blessés de guerre, mais ils font la guerre. Non, mais attention, ça reste des hommes avant tout, des hommes de divers horizons, avec des ethnicités diverses aussi. Où il y a des parents qui sont issus de l'immigration, qui se sont battus pour la France, qui sont là et qui vont au combat et qui connaissent des choses affreuses et les gens ne comprennent pas. Ils savent pas. Ils disent tiens, c'est des guerriers, ils se sont battus. Non, moi je vais vous expliquer. Il y a des gens que je connaisse qui sont d'origine marocaine, algérienne, qui sont heureux de ces origines, qui se battent pour la France et qui ont été se battre en Afghanistan et qui quand ils reviennent ici sont lâchés. On les suit plus. Mais moi, je suis là avec eux. On essaie de comprendre, on essaie de les tirer vers le haut, on essaie d'être là avec eux. L'humain. Voilà, juste ça. Donc, ouais, je suis un chef engagé. Et c'est pas que ça. C'est encore beaucoup d'autres choses. Quand on fait, nous, de l'alimentation, on a de la chance de cuisiner des produits exceptionnels. Souvent, on a des parures, de la perte, parce qu'on veut des taillages jolis. Et il y a rien de part. On transforme et derrière, on appelle des associations où on donne à manger pour ceux qui sont à la rue. Ça, après, j'en parle pas. J'en parle entre nous. C'est un podcast. C'est là, j'en parle en même temps parce que ça me donne l'occasion de le faire, mais je le diffuse pas. Et on communique pas dessus. On dit pas, tiens, Fred Simonin. Non, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un engagement humain avant toute chose. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez également, dans le cadre de Bleu Blanc Cœur, engagé contre le gaspillage. Oui, absolument. Qui est une problématique qui est liée justement au métier de la restauration. Carrément. Ouais, carrément. Bah oui, alors c'est une problématique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans la gamme qu'on fait, il faut que ça soit un petit peu de la joaillerie, quoi. Que ça soit beau. Enfin, quelqu'un qui vient payer 200 €, il veut pas un gros truc comme on mangerait à la maison. Ils veulent quelque chose de plus raffiné, quelque chose qui les émoustille d'abord du visuel et après, bien évidemment, au palais, forcément. Mais engagé, voilà. Est-ce que vous mangez ce que vous cuisinez ? Ah oui, toujours. Je goûte ce que je cuisine. C'est primordial parce que on peut pas ne pas goûter et donner quelque chose. C'est aux autres sans avoir pris du plaisir avant. C'est cliché de dire que vous n'êtes jamais satisfait dans ce métier ? Non, c'est pas cliché. Moi, je suis un réel insatisfait de la vie, mais depuis petit. Hein. Et je pense que c'est l'éducation, la vie que j'ai eue, malheureusement, qui m'a amené à être comme ça, à être ce genre de personne. Mais oui, que quand je me lève le matin, je suis heureux de me lever, je suis heureux de la vie, j'aime la vie. Je lève souvent la tête au ciel pour voir le temps qu'il fait. J'apprécie, et puis après, je me pose plein de questions. Et vous n'êtes pas stressé plus que ça ? Moi, je suis stressé et je garde le stress en moi. Mais après, non. Je me dis, après tout ce que j'ai connu, il n'y a rien qui me stresse. je regardais plein d'interviews de différents chefs, de vos pairs, etc. Je crois que vous êtes le seul qui se revendique de la bienveillance dans le métier. Ah, c'est pas mal, ça. Je me revendique de la bienveillance. Ouais, non, je fais attention aux autres. Pour moi, les autres ont une importance parce que, de toute façon, celui qui n'a pas compris que seul, il fait rien, c'est un imbécile, quoi. On construit avec les autres, on bâtit avec les autres, et puis on bâtit dans un bien commun, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que souvent les politiciens ont oublié, c'est qu'ils sont très personnels et individualistes. Sur une campagne électorale, ils flattent les autres avant, ils font leur truc. Alors après, faut pas être non plus que critique, c'est souvent aussi les autres après derrière leur mettre des bâtons dans les roues, ils ne suivent pas. Mais moi, quand je fais quelque chose, je pense pas à maintenant, je pense pas à moi, je pense à dans 25, 30, 40 ans, quoi. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est ça normalement la vie. D'ailleurs, même politiquement, entre guillemets, même en oubliant la campagne présidentielle, on n'a jamais autant parlé de
de nourriture, de gastronomie et de ce que c'est que la bonne gastronomie. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Bon, non, c'est tout le monde aime bien manger. Hein. Après, dans la politique, ils aiment bien manger. Ça reste des humains comme tout le monde. Hein. Ça aussi, hein, il faut pas non plus l'oublier parce que souvent on dit bah tiens mais non, ils aiment bien manger. Tout le monde aime bien manger. Mais qui n'aime pas bien manger en finalité ? C'est chacun a un souvenir de sa maman qui fait à manger, pour certains, des grands-parents, d'un repas chez des amis. On en parlait, la nourriture rassemble. C'est le langage universel. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que je vais me présenter aux élections présidentielles. Et après avoir levé les yeux vers le ciel le matin, Ouais. ça ressemble à quoi une journée type pour Frédéric Simonin ? Alors, une journée type, c'est on arrive au travail, on est content, on sourit, on voit si le personnel qui sont mes collaborateurs, parce que je suis un patron qui réagit un peu différemment, je suis un chef patron, et en même temps, je suis un peu comme le capitaine d'une équipe de foot. Donc j'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Donc et on n'est pas dans du blabla, on n'est pas dans du cinéma ici. On est vraiment dans cette situation. Et pour moi, c'est important que les gens qui sont là se sentent bien et que je les ressente humainement et dans leur âme. C'est étrange, hein, mais je ressens les gens. Et j'ai besoin de me sentir en confiance pour pouvoir leur donner. Et puis pouvoir être un vrai manager. C'est un manager. Ouais, il faut parler de ce mot-là, quoi. C'est management. Mais ils ont besoin d'un mec comme moi. Et j'ai besoin d'eux. Voilà, c'est tout. Donc ça commence comme ça le matin. Ça commence, il y a pas de faux semblant. Je vois tout de suite s'il y en a un qui a passé une mauvaise nuit, fatigué. Je lui balance une petite vanne, je le taquine un peu pour voir si je vais le faire sourire. Et je sais que je vais pouvoir, on va pouvoir y aller, quoi. Parce que c'est un métier qui est dur. On est là du matin, 8h15 le matin. On réceptionne la marchandise, on regarde la qualité des produits, on fait des mises en place, on court après le temps. Souvent, on n'en parle pas. On parle tout le temps de « Oh oui, alors moi, j'ai constitué un plat comme ça avec des aliments. » Ouais, c'est super, mais c'est ton métier. Donc, si tu le fais pas, c'est un peu dommage. Donc, on court après le temps. On sait qu'à midi, la clientèle va être là. Il faut leur donner du vrai. Il faut leur donner du bon. Il faut qu'on fasse des choses qui soient... On fait du frais. Tous les jours, ici, c'est 24 heures, un maximum 48 heures de frais dans notre cuisine. Donc, il faut qu'on fasse les choses bien. Être en place, être sur les starting blocks, en fait, tout le temps. En fait, c'est ça. C'est ça le plus dur. Et donc, on doit aujourd'hui penser à des plats auxquels les gars vont pouvoir être très rapides dessus, pouvoir les exécuter avec une constance et une régularité, de manière à ce que ça soit toujours bon, beau, bien réalisé. Et surtout qu'on soit dans le vrai. Que le client, quand il vient, il paye, il veut quelque chose, il a quelque chose qui va lui évoquer ce qu'on lui a dit, quoi. La vérité. Belle cuisine. Vous évoquiez Instagram tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, il y a quelque chose qui a changé depuis l'époque dont on parlait précédemment, c'est que quelque part, vous êtes à la merci des clients et du système de notation. Oui. Ah bah oui, avant, c'était... le guide Michelin, le Goemio, et puis d'autres books qu'il y avait où le client envoyait une lettre. Alors, on le sait, il prenait le temps d'écrire une lettre, de rédiger un joli courrier. Alors déjà, la personne faisait l'effort de bien écrire le français, qui a un orthographe bien fait, hein, pour qu'il se soit compris. Et ça prenait du temps. Aujourd'hui, non, c'est mort, là. On va sur les réseaux... On met 1 étoile ou 5 ? Oui, non, ou on critique, ou on est satisfait. Ah mais c'est ça aujourd'hui, le monde est comme ça. Le monde est exposé tout de suite à une information qui peut détruire comme mettre en haut. Vous y pensez ou ça... Non. Au début, oui, j'y pensais. Il y avait TripAdvisor, par exemple, quand j'ai ouvert le restaurant. Il y a 12 ans en arrière, on recevait des critiques. Je dis, mais attends, j'ai pas demandé à être sur TripAdvisor. Et on m'a dit, non, mais t'as pas le choix, en fait. C'est le client qui décide. J'ai dit, d'accord. Alors, au début, je prenais tout à cœur. Parce que c'est vrai que la moindre chose qui est dite peut faire mal. Puis après, je me suis dit, il peut y avoir aussi des confrères jaloux, il peut y avoir de la médisance, il peut y avoir du personnel qui peut te casser derrière, tu sais pas. Enfin, ça laisse la place à la parano, en fait. Donc j'ai vite décroché de tout ça. Maintenant, je m'en fiche. Les gens ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ça me touche pas. Moi, ce qui compte, c'est que les gars qui sont avec moi soient heureux et que derrière, j'arrive à leur transmettre quelque chose
et de voir leur carrière derrière. Il y a la mienne, bien évidemment, mais il y a aussi la leur. Ça, c'est important. Il y a un concept qui revient souvent aussi dans votre métier, je voulais en parler, le bio. Oui. C'est quoi? Est-ce que c'est un concept nécessaire? Est-ce que c'est fourre-tout? On sait plus ce que ça veut dire? Non, c'est pas que c'est un concept, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire de l'argent, du fric. Et donc, tout est bon pour faire de l'argent. Tout. Et ce qu'on n'a pas compris, enfin, ce que certaines personnes n'ont pas compris, c'est qu'il y a eu un temps. Il y a eu la vie avant nous. Il y aura la vie après nous. Et que on surfe sur des choses pour remettre à la tendance et faire de l'argent. Le bio, c'est quoi? J'ai eu de la chance dans nos familles, hein, tous. On a des maternelles, paternelles, des grands-parents qui sont soit dans des régions, soit... Donc moi, j'ai connu la banlieue, j'ai connu aussi la campagne. Et ma grand-mère avait un champ, et dans son champ, il y avait des fraises, où il y avait des animaux qui allaient pisser dessus, certainement la nuit, où il y avait des taupes qui faisaient des trous, qui chiaient dans la terre. Je parle avec mon langage. Et la fraise, moi, je la mangeais... et ben voilà, c'était bio. C'était naturel. Ben, il n'y avait pas de business, on n'en parlait pas, quoi. C'est ce qui était naturel, c'était ça, c'était la vie. J'ai été à Madagascar, j'ai vu des légumes là-bas, des fruits, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de machin, c'est bio, c'est naturel. Là, le bio, c'est, waouh, c'est bio, tiens, je vais te mettre 20 € de plus parce que c'est bio. Donc pour moi, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans ces délires, en fait. Parce que c'est du mytho pour faire de l'argent. Voilà. C'est pas mal, ça, non? Et dans toutes ces journées, dans votre métier, est-ce qu'on a encore le temps de se poser, je sais pas, d'écouter de la musique? Je sais que vous aimez le rap. Ouais, j'aime le rap. Ah ouais, j'aime le rap, j'adore le rap. Alors les gens vont dire, un chef meilleur ouvrier de France, étoilé, qui écoute le rap. Ben oui, mais parce que moi, c'est ma culture. Moi, j'ai grandi à Aubervilliers pendant 14 ans, donc c'était la culture du début hip-hop, c'était tout ça, quoi. C'était le Smurf, c'était les tags. Quand on était enfant, bah ouais, c'était l'adolescence, c'était ça, quoi. Avant de choisir ce métier de cuisine, où j'aurais pu être avocat aussi, par exemple, je sais pas, peu importe, mais ma vie, elle était celle-ci avant, et je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas oublier mes années de quartier, mes années de collège, mes années d'enfant qui ont marqué ma vie, quoi. Et il y a quoi dans votre playlist, du coup? Ah ouais, dans ma playlist, non, mais maintenant, j'écoute un peu des rappeurs tendance, mais j'écoute en fait tout comme musique. Faut savoir, j'ai même du rail, je m'écoute plein de musique, je m'éclate. C'est la musique, ça te transcende. Donc forcément, le rap, chez nous, c'était culturel, mais ça racontait l'histoire de vie du quartier. Bon, maintenant, c'est tout le temps un peu la même chose. Mais au début, quand c'est sorti, c'était top. Puis il y avait même Benny B, quoi. C'était à mourir de rire. Nous, on a dansé sur Benny B, quoi. Ceux qui sont ma génération, ils s'éclatent. Il y en a eu des groupes NTM, forcément. Il y a eu Assassin. Le groupe Assassin, enfin voilà, il y avait des... Et encore, il y en avait plein. Et le rap actuel, ça vous... Non, j'aime bien, il y a plein de rappeurs que j'aime bien. Moi, j'aime bien m'écouter des fois Jul, par exemple. J'aime bien, j'adore. C'est un peu l'artisan du rap, Jul. Ah oui, mais après, il y a des groupes de rap, tout ça, qui sont sympas, quoi, j'adore. Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui dans votre vie? Ouais. Si on venait vous chercher, on vous dit, j'ai un très grand hôtel vous demande, je sais pas, à Singapour ou à Tokyo. Non. J'ai plus envie de ça. C'est marrant, mais en fait, je pense que dans la vie d'un être humain, selon ses âges, que ça soit à 20 ans, à 30 ans, à 40, 50, tu t'aspires à une vie différente. J'ai rêvé de tout ça. J'ai rêvé des grands palaces, des grands machins, mais après, ça fait plus rêver parce qu'en finalité, il y a plus d'humain dedans. Voilà, il y a plus l'humain, quoi. Il y a plus l'esprit où tu peux dire, j'arrive dans une institution, je vais faire 30 ans, 35 ans de carrière, je vais évoluer avec les autres, on va construire un bloc, on va être bien. Maintenant, c'est des groupes, c'est que du business, on parle argent, on s'en fout de savoir. Ça m'intéresse pas. Je préfère être comme je suis. Ça fait 12 ans que je suis chez moi, je suis chef, je suis entrepreneur, j'ai connu des moments très difficiles, des moments qui vont mieux, mais in fine, je préfère ça. Donc le côté business, c'est pas tellement le... Alors, il faut du business, hein. On rêve tous de business. Celui qui dit, moi, je veux rester avec mon SMIC, non. Non, faut pas se mentir non plus. On a envie de faire du business, mais j'ai envie de faire du business et entreprendre, et surtout donner aux autres.
Mais quand je dis donner aux autres, c'est vrai. Je vais prendre moi d'abord. Laissez-moi prendre moi, et après je vais vous donner. Mais c'est ça que je veux. Ouais. Vous vous voyez finir jusqu'à la fin en cuisine ou un peu plus Non. prendre le temps de... Non, je me vois pas vieillir en cuisine, et je l'ai toujours dit d'ailleurs. Je l'ai toujours dit. Il faut que je fasse des choses. Le Frédéric businessman arrivera à ce moment-là. J'ai des idées. J'ai des idées, mais non, pas businessman. Parce que j'ai peur de me perdre au niveau humain. J'aimerais avoir plusieurs choses à faire, et c'est ce que je fais d'ailleurs dans ma vie, et toujours garder un peu le contrôle de ça. C'est-à-dire être présent, quoi. On veut quelqu'un sur le terrain. Si on a quelqu'un qui est en back-office et puis qui est là de temps en temps pour faire du cinéma, être sur le feu des projecteurs, c'est pas intéressant. Pour prendre l'exemple de Joël Robuchon, c'est comme quelqu'un qui avait réussi à être dans un groupe qui était mondial. Oui. Son nom voulait signifier quelque chose dans le monde entier. Son nom est énorme. Et il était un peu plus dans le côté business vers la fin, j'imagine. Oui, mais la force de Joël Robuchon, comme de certains chefs comme Alain Ducasse, ou comme d'autres grands chefs encore, c'est qu'ils ont réussi pendant des années à fédérer énormément de cuisiniers qui ont été des fidèles, qui ont été, comme on dit, des lieutenants, et qui sont restés pendant quand même 25-30 ans à leur côté, ce qui est pas rien. Donc, il y avait cette vie-là avant. Et après, quand il y a eu ce business forcément modèle qui est apparu, c'était, je vais pas dire que c'était facile, mais ils avaient de quoi mettre en place, entre parenthèses, des enfants, des fils spirituels, et qui connaissaient la philosophie du père. Donc c'était facile. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc si on peut faire ça, pourquoi pas. Mais si on n'est pas capable de le faire, vaut mieux pas le faire. On parle souvent de la chute, entre guillemets, à l'international du cinéma français. Ouais. Vous avez eu beaucoup d'expériences à l'international. Est-ce que vous sentez que la gastronomie française, elle a encore ce star power, entre guillemets? Alors, elle a toujours cette place, inévitablement, parce que la cuisine française est quand même très complexe. Et donc, elle est reconnue dans le monde. Il y a des cuisines diverses qui sont reconnues dans le monde, qui sont exceptionnelles, que j'ai pu connaître dans ma carrière, en voyageant. Mais la base reste toujours la base de la cuisine française. Donc, on n'a pas à perdre cette essence. En revanche, là où il faut qu'on fasse attention, c'est de pas se dire qu'on est les meilleurs. Il faut se remettre en question constamment pour pouvoir justement évoluer. Et puis après, c'est un rôle collectif. Aujourd'hui, moi, je pourrais dire, en tant que chef engagé, il faut reformer dans les écoles, il faut redonner l'envie aux jeunes, il faut les valoriser, il faut que l'État, il faut que les syndicats, il faut que tout, on arrête de dire on fait 35 heures dans certains métiers. On peut pas dire à un gamin de 16 ans, il faut que tu fasses 35 heures. Tu vas faire que 8 heures par jour. Comment motiver un enfant à lui dire, si tu choisis cette voie, il faut dire la vérité. Comme moi, on me l'a dit. Attention, t'auras pas de week-end. Les anniversaires avec les copains, tu oublies. Les Noëls, les jours de l'an, les mariages, tu oublies. Ça va être dur. C'est un métier qui est dur. C'est un métier où tu es au service des autres. Donc, tu dois être prêt psychologiquement à être prêt à servir les autres et à te sacrifier pour les autres. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, il faut pas dire ça. Mais il faut dire, putain, la vérité, quoi. Et dire aussi que si t'es un travailleur, si t'es un jeune courageux, si t'es dynamique, tu auras des moments difficiles dans ta vie. Mais après la pluie vient le beau temps. Si tu travailles, le travail paye. Un jour, ça paye. Tu rencontreras des gens qui vont te tendre la main, il y aura des gens qui vont te pousser. Toi-même, tu vas réussir à pousser les autres et à gagner ta vie comme ça. Mais ça, on le dit pas. Vous, pour qui la transmission est importante, ça vous inquiète, ça, le fait Ouais, carrément. Que la vocation de... Carrément. Et j'ai des projets que je garde confidentiels parce que pour l'instant, ça va être confidentiel. Avec une personne, et elle se reconnaîtra en écoutant ce podcast, une femme qui est exceptionnelle, qui est dans une institution aujourd'hui, je dis institution, et on va pousser cette institution ensemble à aller de l'avant pour ces jeunes. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas une institution privée. Donc c'est des enfants, des jeunes qui vont faire ce métier et qui vont, on va les pousser un maximum pour qu'ils réussissent leur carrière. Ouais. Et donc ça, c'est un challenge qui est top. Bon, voilà. Ça, c'est petit. On va vous laisser
retourner en cuisine. On a pris assez de votre temps. Il y a une tradition dans cette émission. Je vous laisse le mot de la fin. Non, merci en tout cas, parce que l'équipe a été exceptionnelle et ce moment de partage entre nous a été exceptionnel. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.